Il est midi, bonjour à tous et bienvenue dans votre 12-13. Voici les titres de votre édition en Languedoc-Roussillon. Dans l'actualité, l'affaire Fiona qui rebondit du côté de Perpignan. Fiona, 5 ans, a disparu le 5 mai à Clermont-Ferrand. Sa mère et son beau-père sont depuis hier soir en garde à vue à Perpignan. Ils venaient de s'installer dans la ville. Le choix du midi, il grimpe toujours plus haut. Les nouveaux défis de Spider-Man, pas en bande dessinée mais dans la vraie vie. Cette vie, c'est celle du Grichard, vététiste un peu fou mais au grand cœur. Il est notre invité, on va discuter de tout ça avec lui tout à l'heure. Notre gros plan, un peu de poésie dans les forêts lozériennes. Elle résonne chaque soir, du brame, du cerf, c'est la saison des amours. Voilà pour les titres. L'affaire Fiona rebondit donc à Perpignan. Fiona, c'est cette fillette de 5 ans qui a disparu début mai dans un parc à Clermont-Ferrand. La mère et le beau-père installés depuis peu dans les Pyrénées-Orientales ont donc été placés hier soir en garde à vue. Un récit de cette soirée avec Édouard Dacosta et Joanne Lopez. La perquisition a duré près de 6 heures. Peu avant minuit, Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, quitte son domicile encadré par les policiers qui viennent de l'arrêter, elle et son compagnon. La mère et le beau-père de la fillette s'apprêtent à passer leur première nuit en garde à vue. Installé à Perpignan depuis le mois d'août dernier, le couple était visiblement très discret. Là, on ne peut pas savoir ce qui se passe. On ne peut pas juger quelqu'un sans savoir la vérité. C'est vrai, c'est choquant, mais après, on ne sait pas. Impressionné par l'histoire. Nous, on n'a jamais d'histoire comme ça dans ce quartier. Et voilà, là, on est choqués. Ce couple, vous le connaissiez un petit peu? Nous, on connaît le mec, mais, avec sa fille, mais après, non, le couple, non, on ne le connaît pas vraiment. On le voit de temps en temps, mais sa vie, on ne la connaît pas. C'est la mère de Fiona qui avait signalé la disparition de sa fille de 5 ans le 12 mai dernier dans ce parc public de Clermont-Ferrand. Malgré d'importantes recherches et de multiples auditions, l'enquête semblait piétiner, ce que la jeune femme n'hésitait pas à regretter devant les journalistes. Je culpabilise beaucoup, je suis beaucoup dans le sentiment de honte, de mal, parce que voilà, j'ai quand même perdu ma fille, on m'a enlevé ma fille, voilà, et je sais pas. Ce matin, Cécile Bourgeon a reçu la visite de l'un de ses avocats. Je fais pas de commentaire. C'est pas un commentaire. La mère de Fiona, partie civile dans ce dossier judiciaire, pourrait être transférée dans la journée à Clermont-Ferrand et présentée alors à un juge d'instruction. Et on retrouve en direct de Perpignan Dorothée Béraud. Dorothée, bonjour. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur les raisons de ces gardes à vue ? Eh bien écoutez Hélène, l'audition effectivement a repris ce matin aux alentours de 10 h, une audition filmée et au cœur de l'interrogatoire, il s'agit de préciser l'emploi du temps de Céline Bourgeon. La police judiciaire de Clermont-Ferrand tente de la confronter et de recouper les témoignages contradictoires après 4 mois d'enquête avec une question essentielle. Est-ce que Fiona, la fillette de 5 ans, était-elle bien présente avec sa mère dans le jardin public ce dimanche 12 dernier, le jour de sa disparition? La mère de Fiona s'est déclarée très surprise de sa mise en garde à vue, tout en étant, a-t-elle précisé, très sereine. Elle est assistée depuis ce matin par son avocat qui pourrait s'exprimer dans l'après-midi. Rappelons que son compagnon, lui aussi, est entendu. Et puis, on vient de l'apprendre, 2 autres personnes auraient été mises en garde à vue du côté de Clermont-Ferrand. Merci beaucoup Dorothée pour ces précisions. Autre affaire et toujours à Perpignan, c'est l'affaire Benitez avec de nouvelles recherches depuis hier. Recherches pour tenter de retrouver les corps d'Alison et Marie-Josée disparues, elles, depuis le 14 juillet dernier. D'importants moyens ont été déployés du côté de Port-le-Cat. Le point avec Dorothée Béraud et Joanne Lopez. Deuxième phase de recherche terrestre mais aussi aquatique. En fin de matinée, des plongeurs de la brigade nautique sondaient les eaux du chenal qui relie l'étang de Sals-le-Cat à la mer. Chenal qui atteint par certains endroits 5 mètres de profondeur maximum. Dans le même temps, l'équipe cynophile venue de Gramat, dans le Lot, a repris les recherches. Celle-ci avait été suspendue le 12 septembre dernier. Cette unité cynophile est la seule en France experte en recherche de cadavres. Tour à tour, les 7 chiens reniflent parcelle après parcelle en quête du moindre petit indice. La police judiciaire compte rester plusieurs jours sur ce site.
Un travail minutieux et fastidieux qu'elle se doit de faire. L'hypothèse selon laquelle Francisco Benítez se serait rendu sur ces lieux pour se débarrasser des corps d'Alison et de Marie-Josée est à ce jour, aux yeux des enquêteurs, la seule piste sérieuse. Le mystère autour de cette double disparition reste donc entier. Le chômage des jeunes dans les quartiers difficiles, nouvel angle d'attaque du gouvernement avec l'annonce d'emplois francs. 5000 jeunes dans toute la France. Perpignan avait inauguré ce dispositif en juin. Voici désormais Montpellier, alors concrètement, qui est concerné par ces emplois francs. Élément de réponse avec Sandrine Navas et Nicolas Mutel. Ikram, Saïd et Omar ont 2 points communs. Ils n'ont jamais signé de contrat en CDI et ils habitent des quartiers classés en zone urbaine sensible. Les emplois francs que promet le gouvernement, 5000 en France cette année, s'adressent à eux. Une aide financière sera offerte aux entreprises qui proposent un contrat à durée indéterminée à un demandeur d'emploi issu des quartiers. Les entreprises cherchent beaucoup à faire des chiffres. Donc si ma foi ils peuvent avoir de l'aide de l'État pour embaucher telle ou telle personne, je pense que ça arrange des deux côtés, ça arrange l'employeur comme ça arrange nous les jeunes qui voulons entrer dans la vie active. Tu es obligé d'en arriver là, hein, parce que ça fait trop longtemps que ça a duré. Il y a un côté, ceux qui ont toujours de la chance, et l'autre côté, ça fait plus de 30 ans je crois que ça dure. C'est un dispositif de plus qui est prometteur, mais je pense que le volume octroyé à ce dispositif n'est pas significatif par rapport à l'ampleur de la problématique. Pour être éligibles, les candidats doivent être âgés de 16 à 30 ans, résider en zone urbaine sensible depuis au moins 6 mois et justifier d'une recherche d'emploi pendant 12 mois. À Montpellier, 5 quartiers sont inclus dans ce dispositif. Parmi les jeunes qui sont inscrits donc à Pôle emploi, nous avons fait une rapide estimation et nous avons un potentiel de 880 jeunes. Bien entendu, il n'y a pas d'obligation d'être inscrit à Pôle emploi pour bénéficier de cette mesure. Donc un jeune qui est suivi par la mission locale ou par des associations, et donc nous allons travailler notamment avec les associations de quartier pour repérer des jeunes qui seraient susceptibles de rentrer dans le cadre de cette mesure. Selon le ministère de la Ville, à qualification égale, un jeune issu des quartiers a 2 fois moins de chances d'accéder à l'emploi. À Perpignan, site pilote, 10 promesses d'embauche ont été signées depuis le mois de juin. 20 millions d'euros, 1 an et demi de travaux et depuis hier 500 nouveaux étudiants à Nîmes. Ils ont fait leur rentrée et pour une fois pas de locaux vétustes ou amphithéâtres hors d'âge. Design et technologie sont au programme de cette rentrée. 7 licences et 5 masters sont proposés aux étudiants sur ce site. Vous le voyez, flambant neuf. Écoutez le président de l'université de Nîmes. C'est de la place en plus et c'est une place nécessaire puisqu'une partie des formations qui sont accueillies ici sont des formations qui étaient extérieures au site Vauban et qu'il était nécessaire de rapatrier à un seul endroit. Donc le site Hoche, c'est d'abord ça, une vitrine, une autre vitrine de l'université qui est une vitrine de professionnalisation. Notre gros plan maintenant avec un petit peu de poésie. Je vous propose de partir en forêt pour la saison des amours. Les amours du cerf en Lozère. Les forêts résonnent du brame depuis quelques jours. Au-delà de l'intérêt touristique, c'est l'occasion pour les chasseurs d'évaluer les populations présentes dans les massifs avec l'aide de la population et aussi celle de Sébastien Banus et Yannick Le Terny. Donc ces fiches, eh bien, vous aurez les points d'écoute qui sont mentionnés sur les fiches. En bleu, c'est votre point. En rouge, c'est les points d'à côté. L'organisation est quasiment militaire. Chaque groupe doit se rendre en un point précis du massif. Pour écouter le brame, sur ce point donné, la précision des informations recueillies en dépend. Nous ferons partie de l'équipe 23. Après quelques kilomètres de 4x4, nous voici postés. Au bout de quelques minutes de silence, au loin, on distingue le son rauque d'un brame. La nuit est tombée et le bilan est maigre. On n'a rien vu et presque rien entendu. L'année dernière, on a eu plus de chance, on a vu plusieurs animaux. Simplement, cette année, on les a simplement entendus. Impossible d'en rester là. Avec l'aide de notre accompagnateur, nous tentons de nous rapprocher. Mais l'opération n'est pas sans risque. On peut continuer à se rapprocher des deux bramins, surtout celui qui est en face. Mais bon, si nous sent, si nous vente, on est cuit, quoi. Il ne bramera plus. On tente le coup. On peut tenter le coup, on y va. Après quelques minutes de marche dans la forêt, nos efforts payent enfin. À quelques mètres de nous, le brame reprend.
De retour au village, les nouvelles sont bonnes. Presque toutes les équipes ont relevé des brames. Une bonne récolte qui confirme la colonisation du massif de la Blatte par les cervidés. Bon, il est vrai qu'ici, dans cette zone, il y a 15 ans, il y avait très peu d'animaux, il s'en voyait que quelques-uns. Aujourd'hui, on a une population avec en gros 80 cerfs qui brament, donc c'est ce qui a été recensé aujourd'hui. Il est clair que donc, ces 15 dernières années, le cerf s'est étendu sur la zone et a colonisé, mais c'était aussi l'objectif voulu pour cette forêt, quoi. Cerfs, biches, faons, grâce à cette technique notamment, on estime que le massif de la Blatte compte au moins 400 têtes de grands cervidés au fond de ses bois. Et les midi 10, place au choix de cette édition. Il va démarrer sa tournée. Pas de salle de concert ou de théâtre au programme de ce 1000 à voix, mais des tours toutes plus hautes les unes que les autres et infernales un peu aussi. Sa spécialité, c'est le VTT et la grimpette. On l'appelle Spiderman, mais pour nous, ce sera Hugues Richard. Bonjour et merci d'être avec nous. Spiderman, sacré surnom, c'est venu comment d'ailleurs? Parce qu'il y en a un autre, Hérold Ténon, qu'on surnomme Spiderman, mais lui, il grimpe les tours à main nue. Tout à fait, je le connais puisque j'ai fait pas mal de plateaux télé avec lui. En fait, c'est quand je suis parti aux États-Unis, puisque j'ai fait les Twin Towers là-bas en 2001, puis un peu plus tard, j'avais monté les chutes de Montmorency à Québec. Et les journalistes là-bas m'ont surnommé le Spiderman du VTT. Alors, on va recadrer un petit peu votre spécialité, parler un petit peu de votre biographie. Vous avez été sportif de haut niveau pendant de longues années. Professionnel, oui, pendant 14 ans, en VTT, descente, trial. Alors, c'était plutôt la descente pour le coup. Je faisais de la descente, du trial et beaucoup de vitesse sur neige aussi. Voilà, où on atteint des vitesses assez vertigineuses de 200 km/h. Pour ma part, j'avais fait 202 km/h. Voilà. Alors aujourd'hui, votre spécialité, c'est plutôt, je le disais, donc la grimpette. Vous escaladez les tours. On va regarder, ça a été un des exploits qui a été particulièrement filmé et médiatisé, ça a été la montée de la Tour Eiffel. Tout à fait. En VTT, racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé. La Tour Eiffel, il y avait un record à battre. Donc en 98, je l'ai battu. En 2000 ou 2001, il y a quelqu'un qui m'a rebattu et puis je l'ai amélioré de nouveau en 2002, voilà, tout simplement. J'ai monté la Tour Eiffel, c'était sur cette année-là, en 19 minutes 04 secondes avec un VTT qui faisait à l'époque 10 kg à peu près. Voilà, il faut des bras, il faut des jambes, il faut beaucoup de cardio. Ouais, j'allais dire, alors justement, qu'est-ce qu'il faut pour grimper les marches sur un vélo comme ça? Des bras, déjà, des jambes, pratiquer le trial, de l'équilibre. Moi, franchement, vous me demandez de faire ça sur un vélo, j'en suis pas capable. Voilà, tout à fait. Donc pratiquer le trial à haut niveau pour avoir l'équilibre et puis ensuite avoir beaucoup de capacités pulmonaires, cardiaques. Donc il y a beaucoup d'entraînements comme ça qu'on appelle du fractionné avec des montées d'acidose. Je parle pour les spécialistes. Voilà, donc ce sont des entraînements qui sont assez désagréables. Alors vous avez été sportif de haut niveau, c'était quoi? C'était la compétition qui vous manquait? C'était l'adrénaline? Non, pas du tout. En fait, depuis 14 ans, je parraine une association qui s'appelle Nevus 2000 France-Europe pour des enfants qui sont atteints de graines de beauté géants. Et le but du jeu, c'est de communiquer sur les maladies rares. Donc là, ce sont les maladies rares congénitales de la peau. Pour faire avancer des dossiers au niveau de la sécurité sociale. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, derrière, grâce à vos images, grâce à la presse, il y a des dons qui sont envoyés directement à l'association, au pôle de recherche France-Europe, donc qui est à Bordeaux, sur les maladies de la peau, cancer, ichthyose, etc. Et puis, la dernière chose, puisque je suis professeur de sport à la direction régionale notamment, et cadre au ministère des Sports, c'est de parler aussi du dopage avec les jeunes, puisqu'après, je vais à la rencontre de jeunes, voilà, et je leur parle du dopage, du sport de haut niveau et de ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour faire du haut niveau, il faut se doper, quoi. Voilà, moi j'ai toujours milité contre et j'ai réussi à faire une belle carrière, je crois, sans... C'est pas obligatoire? Non, c'est pas obligatoire, sauf si vous n'avez pas le niveau, mais à ce moment-là, il faut changer de branche, il faut arrêter le sport. Alors, vous avez parlé effectivement de cette association donc, que vous parrainez. Vous vous lancez donc pour elle dans une nouvelle tournée des tours. Ça démarre demain. Et la première grimpette, c'est le phare de Palavas, c'est ça? Voilà, alors comme maintenant je suis sur le Languedoc, je me suis dit on va lancer la tournée donc, sur le phare de Palavas. Puis ensuite, le mois d'après, dans un mois, jour pour jour, je suis à l'Atomium à Bruxelles, donc voilà, qui est la Tour Eiffel des Belges. Hein. Et puis j'enchaîne comme ça et je finirai au Québec et aux États-Unis. Donc au Québec sur le Mont-Royal et les chutes de Montmorency à Québec, et puis aux États-Unis à la Statue de la Liberté pour une histoire de symbole.
C'est fait, la Statue de la Liberté, parce que je crois que c'était un projet, mais ça y est, c'est officiel, vous allez pouvoir grimper la Statue de la Liberté. On a déjà eu des autorisations avant l'attentat, il y a quelques mois, l'attentat qu'il y a eu sur le semi-marathon de Boston. Et puis derrière, il y a eu un retour en arrière, mais bon, ils me connaissent. En fait, je suis plus médiatique aux États-Unis qu'en France, donc ils me connaissent déjà, et normalement, le consulat est dessus, puisque j'ai aussi le consulat de France qui m'aide. Et bon, normalement, la tour que vous rêveriez de monter, mais qui vous paraît aujourd'hui impossible, ce serait quoi? Laquelle? Impossible, ce serait une tour de 800 ou 1000 mètres. Physiquement, aujourd'hui, je peux pas. Je crois que ça serait difficile, ça serait très long. Mais peut-être je vais retourner à la Tour Eiffel, tenter le record dans un an, parce que là j'ai déjà enchaîné plus de 35 000 marches. Voilà, je fais 5 ou 6 entraînements par semaine, donc 2 spécifiques en cardio, le reste c'est du décrassage, ce sont des étirements, c'est du gainage et autres. Et peut-être que dans un an je serai au point à 43 ans pour faire la Tour Eiffel une dernière fois. En tout cas, peut-être j'y retournerai pour faire parler de l'association une dernière fois, avant de raccrocher. Merci Hugues Richard, Spiderman, bonne tournée des tours, ce sera demain, vous êtes prêts, ça va? Demain, c'est ouvert au public, et comme il y a un escalier qui est extérieur en fait, les gens vont pouvoir regarder depuis le petit jardin l'ascension, et puis sur le site huguerichard.com vous avez des informations. Voilà. Super, on viendra vous voir, merci beaucoup. Demain, merci à vous. Didier Dubout sera avec nous, c'est l'arrière-petit-fils d'Albert Dubout, il viendra nous parler évidemment de ses dessins. Allez, on termine avec une découverte, un nouveau groupe, peut-être les talents de demain. Lillipad, c'est son nom. Au-delà du défi musical, c'est la passion qui anime ces Héroltais. Vous allez voir, ce n'est pas facile de percer dans ce milieu. Caroline Agulot, Guy Spica. Connaissez-vous ce visage? Sa voix ne vous est peut-être pas inconnue. Ses premières scènes à l'âge de 20 ans étaient celles des bals et des cafés-concerts. Aujourd'hui encore, Isabelle Spica se produit dans les bars musicaux où elle interprète essentiellement des reprises. Mais sa rencontre avec Fred Clavel l'a propulsée dans l'univers de la composition originale. En devenant auteur, compositeur, interprète, Isabelle réalise son rêve. C'est aussi un grand saut dans l'inconnu. C'est quand même une grosse inconnue. Et en même temps, c'est super excitant parce que tout justement, il y a tout à découvrir et à conquérir quelque part. Donc oui, c'est motivant. Je repars un petit peu à zéro à ce niveau-là. La formation baptisée Lillipad vient donc de voir le jour. C'est d'ailleurs la toute première répétition du groupe au grand complet. Son répertoire est un subtil mélange de musique électro, pop, trip-hop et jazzy. Même si le morceau existe déjà avec son identité électro, on le recrée, on le repense, on le réimagine pour que à 4 ce soit cohérent. Mais la partie artistique n'est qu'un volet du parcours d'un compositeur-interprète. Pour réaliser cette mutation percée dans ce milieu très concurrentiel, chercher des salles, une maison de disques ou des fonds, il ne suffit pas d'avoir du talent. Comment on peut développer à notre réseau? Alors pour mieux naviguer dans la jungle de la production musicale, des consultants comme Mathieu aident désormais les artistes. Bien cibler les étapes, bien comprendre les moments et les temps qui sont leviers dans la construction de son projet, et lui donner aussi des noms, des lieux, des réseaux. Et la cerise sur le gâteau avec ce dispositif-là, c'est de lui permettre d'avoir une enveloppe financière pour concrétiser des choses. Concrètement, l'aventure de Lillipad démarre le 28 novembre sur la scène du GAM à Montpellier. Ce sera le premier concert, on l'espère, d'une longue série. Les premières notes ensemble, exactement, et non pas la dernière. Et avant de refermer ce journal, je vous en rappelle la principale information, l'affaire Fiona qui rebondit du côté de Perpignan. Fiona, 5 ans, disparue depuis le 5 mai à Clermont-Ferrand. Sa mère et son beau-père sont entendus depuis hier soir à Perpignan. Ils sont en garde à vue, auditions qui se poursuivent en ce moment même. On en reparlera ce soir. Très belle journée sur France 3.